Téléspectateurs de Bandé TV, bonjour, bonsoir, bienvenue sur votre plateau Réflexion politique, le plateau sur lequel on pose la réflexion, on la développe, dans le but d'apporter quelques recommandations et des pistes de solutions. Vous le savez très bien, l'héritage historique, la multitude d'ethnies, l'artisanat sont quelques éléments de la culture, mais en réalité, qu'entendons-nous par culture réellement où le monde est ouvert au théâtre, à la littérature, au cinéma, à la photographie? Vous avez compris, téléspectateurs de Mandé TV, nous parlerons de culture aujourd'hui. Quand en est-il aujourd'hui de la culture au Mali? On essaiera d'y répondre. Comment la préserver et la transmettre aux prochaines générations? D'où notre réflexion du jour qui est à pour thème, chers téléspectateurs. Au Mali, quand on parle de culture, on parle de quoi? Pour poser cette réflexion aujourd'hui, j'ai des invités. Notre premier invité est professeur Amidou Magassa. Il est enseignant-chercheur, anthropologue, linguiste. Professeur Magassa, bonjour. Bonjour, Mme Méga. Bienvenue sur ce plateau. Merci de m'y avoir invité. Merci surtout de vous rendre disponible. Ouais. Voilà, notre deuxième invité est Monsieur Chab Touré, qui n'est pas un inconnu sur ce plateau. Il est professeur d'esthétique, critique d'art et écrivain. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour Fadima. Bienvenue. Merci. Merci de m'avoir invité encore une fois. Merci beaucoup, messieurs, de vous rendre disponibles. Voilà, juste pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, qui découvrent, qui veulent savoir un petit peu, savoir qu'est-ce que c'est qu'un anthropologue linguiste. Monsieur Magassa. Bon, l'anthropologue linguiste. Surtout pour les jeunes étudiants, les élèves, ils se disent anthropologue, on sait, mais linguiste, c'est quoi? Bon, l'anthropologie, c'est vraiment l'étude de l'homme en tant qu'individu. C'est assez proche de la sociologie. La sociologie s'intéresse à des phénomènes en évolution, mais l'anthropologie s'adresse à la compréhension de l'individu, de l'homme lui-même. Et moi, j'ai découvert cette science-là parce que j'étais d'abord à Dakar pour faire des études de droit, à un moment très agité de l'université. Donc finalement, je me suis retrouvé à Paris, avoir la chance d'être recruté au Langzo pour enseigner le Bambara. Et là, vraiment, j'ai découvert qu'il y avait une ressource inimaginable dans la langue, au lieu d'être dans le droit, et que tout est langue. On ne vit que dans le langage. D'accord, merci. Voilà un peu l'aspect linguistique. Mon professeur était Maurice Huys. C'est le premier à avoir lancé les travaux même de linguistique en Afrique, quoi. D'accord, merci. Voilà. Merci beaucoup, professeur Magassa, pour cet éclairage. Monsieur Touré, professeur d'esthétique, on va dire Chab, c'est plus simple. Tout le monde vous connaît au nom de Chab, carrément. Alors, professeur d'esthétique, c'est quoi? En fait, souvent, c'est marrant parce que c'est la première fois que je dois dire devant des personnes ce que c'est. Parce que moi, je suis convaincu que c'est toujours facile de comprendre ce que c'est que l'esthétique, mais en réalité, les gens pensent toujours au parfum, à la manucure, à la beauté. Mais en fait, ils ne se trompent pas. C'est ça. En fait, l'esthétique, c'est une partie de la philosophie. Moi, je suis rentré par la philosophie, mais la philosophie de l'art. C'est-à-dire, dans la philosophie, on peut étudier plein de choses. Le droit, l'art et l'esthétique, c'est l'étude de la perception. Et la culture. De la culture et de l'art. D'accord, ça tombe à pic parce qu'on est là pour réfléchir au sujet de la culture aujourd'hui. Absolument. Donc, messieurs, sans plus tarder, on va essayer de donner un peu plus d'éclairage à ça. C'est quoi la culture? On l'entend généralement le dire, je suis de culture XY, je viens de tel continent et tout, mais la culture, en réalité, c'est quoi? Professeur. La culture, si on passe par une définition classique dictionnaire, Robert dira, c'est l'ensemble des aspects intellectuels artistiques d'une civilisation. Et
des formes de comportement dans les sociétés humaines. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement lié à l'homme. On parle de culture quand il s'agit de l'homme. Ce n'est pas de la zoologie, c'est quelque chose de très précis sur l'homme. Et là, en anthropologie, c'est assez clair, mais ce n'est jamais... C'est une variation dans le temps et dans l'espace. On imagine la culture comme quelque chose de statique. Ce n'est pas tellement le cas. C'est des pratiques socio-culturelles qui sont cependant très bien structurées, très bien hiérarchisées et qui ont des oppositions symboliques et réelles et qui se trouvent également affectées par des facteurs internes et externes. C'est vraiment le lieu de la complexité de l'homme, c'est la culture. Et donc à ce niveau, on est tenté de dire qu'il faut vraiment revenir peut-être à l'aspect langue. Moi, je suis d'abord linguiste, linguiste du Mandé, qui est la première langue africaine enseignée à la Sorbonne. On ne le sait pas, en 1900 déjà, parce que c'était la langue des tirailleurs sénégalais, et c'est la langue de l'Empire du Mali. Donc c'est la plus grande langue en Afrique de l'Ouest. Donc, je suis né à Ségou, donc j'entre par les langues, par les mots, en m'amenant qu'est-ce que ça veut dire la culture. On dira Donko, donner ce qu'on connaît. La culture est profondément attachée à la connaissance. Et il y a beaucoup de proverbes d'ailleurs qui s'y attachent. On dira par exemple Koroba Mouaro Farida. Bon, le pharaon prend la peau de là où il est. Si vous le mettez dans un environnement blanc, il est blanc. Si vous le mettez dans le noir, il sera noir. Donc sa croissance dépend du milieu dans lequel. Donc la culture, c'est d'avoir des pratiques insérées dans les lieux. Alors, dans un environnement. Et qui forment l'homme. Parce que l'homme n'est rien sans la culture. C'est la culture qui le fait. Au point qu'on dit, ça aussi c'est un autre proverbe assez connu, Yeredon, Diridon, Sodion, Yeredon, Gacha, Odekai. C'est-à-dire c'est la connaissance de soi qui est meilleure que la connaissance de savoir chevaucher ou savoir nager, etc. Et là, ça pose vraiment une interrogation à la fois anthropologique et culturelle. Qui sommes-nous permanemment dans la vie et dans la mort? Parce que la culture, c'est les deux aussi. Hein? C'est le présent et l'absent. Hein? C'est le visible et l'invisible. C'est Dieu et le diable à la limite. Donc ça interpelle sur tous ces sujets. Je crois qu'au Mali, on a l'avantage d'avoir un pays extrêmement riche dans sa culture, mais il faut vraiment aussi la produire. C'est pas la culture folklorique que l'on montre. L'UNESCO a eu une bonne définition, à mon avis. L'UNESCO, la convention de 2005, elle dit que la culture, c'est des activités, c'est des biens et des services qui incarnent ou transmettent des expressions culturelles, comme vous le dites, et indépendamment de la valeur commerciale qu'ils peuvent avoir. C'est extrêmement important. Un créateur ne sait pas quelqu'un qui cherche l'argent. L'argent le cherche. Et peut-être il le trouve, il ne le trouve pas. Il peut devenir pauvre, mais son produit peut devenir extrêmement riche après sa mort. Donc on ne peut pas être dans la culture en se disant que je vends, j'achète, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une preuve qui traverse la vie d'un homme. Je sais que l'homme, mais je voulais un peu situer que dans notre culture, effectivement, c'est donc la chose que l'on connaît. Donc c'est la chose que l'on fait, c'est les affaires. On est dans la culture, c'est ce qui bouge, c'est pas ce qui reste, c'est pas ce qui est figé. Quand vous dites donc c'est le savoir. C'est le savoir. Et il y a des personnes, par exemple, très souvent on dit cette personne n'a pas de culture. En fait, il faut juste une petite précision. Monsieur Magassa dit exactement la définition en dehors du contexte idéologique et tout, mais la réalité de la culture, les humains ne deviennent humains, l'homme ne se dégage que par le faire. C'est-à-dire comment il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a le fait vital, ce qu'il fait pour vivre, manger, s'abriter, s'habiller. Le premier fait culturel commence là. C'est-à-dire, c'est une nécessité. C'est-à-dire, l'homme est obligé de trouver des solutions à des problèmes qu'il a. Donc, il acte. L'acte
le premier acte culturel, c'est l'acte de penser comment je vais résoudre le problème que j'ai. Donc, on ne parle d'ailleurs de culture que parce que quand on parle de culture, on parle essentiellement des hommes, des humains. Et donc, du coup, c'est vrai que le problème de savoir quelle est la partie du faire qui est la plus importante, il y a la partie vitale et il y a celle qu'on fait qu'on peut ne pas faire. Et je reste sur ce point. Ce qu'on fait pour vivre et ce qu'on fait à côté et qui n'est pas nécessaire. Qui n'est pas nécessaire, mais qui fait partie de la culture. De la culture. Monsieur Magassa, de professeur plutôt, pardon. Non, c'est pas grave. Non, je rebondis sur ce qu'il a dit. En fait, je suis rentré par l'entrée linguistique en Bambara, mais en français, c'est aussi clair. La culture, la base lexicale du mot culture, c'est culte. Ouais, culte. C'est le culte. Le culte, c'est aussi l'agriculture. Absolument. Le culte, c'est les métiers. C'est les métiers. Le culte, c'est les religions. Oui, le culte, c'est la spiritualité. Et bon, on peut nous vendre la laïcité Absolument. pour nous manger dans d'autres sauces, mais en fait, le fondement, c'est la culture, c'est le culte. Même si on fait des différences au Mali entre un ministère du culte et un ministère de la culture. Bon, va savoir. Allez savoir. Vous pensez que c'est pas normal ou? Bon, je pense qu'il y a une ambiguïté quelque part épistémologique sur la compréhension et du religieux et de la culture. Des deux côtés. Absolument. Et d'ailleurs, quand je dis tout à l'heure, je disais le vital et le non vital, c'est qu'en fait, il y a la culture de tous les jours et il y a la culture de ce qu'on considère comme objet d'étude, objet de pouvoir, objet de travail. Parce que la culture de tous les jours, les êtres humains vivent tous les jours là où ils sont, dans les endroits où ils sont, là où ils produisent, là où ils font l'amour, là où ils dorment. Ils font tous les jours les choses selon leur culture. Leur culture. Tous les jours. C'est pas on n'a pas besoin de porter le talisman de sa culture. On n'a pas besoin de la porter, sa culture. La culture, elle nous fait. Elle est en nous. Donc en réalité, il y a cette culture-là et il y a celle qui, politiquement, dans des politiques culturelles ou dans des enjeux politiques, peut être instrumentalisée, expliquée, faire jouer dans des situations. Mais ce n'est pas la même chose. Il y a les deux. Il y a la culture de l'être humain, de l'individu. Le Dogon, il est Dogon par le fait qu'il ne sait faire les choses que d'une certaine manière, qu'il comprend et que les autres autour de lui comprennent. C'est exactement la même chose que pour le Mongol. Il fait des choses qu'il sait faire, pas que les autres comprennent et qui ne casse pas sa relation avec les autres. C'est ça. D'accord, très intéressant. La tradition. Oui. Quelle est la différence? Parce que beaucoup de gens confondent tradition, je suis traditionnaliste, je suis cultivé, pas cultivé, ou la culture est imprégnée en moi. Mais aujourd'hui, est-ce que les deux vont ensemble? Est-ce que les deux sont différents? Oui, non, comment? Bon, moi je dirais qu'il n'y a pas une très grande différence. La tradition, elle est culture, et la culture aussi est une tradition. Et je prends simplement le problème du capital culturel que l'on produit dans les expressions qu'on peut avoir. Ce capital culturel, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la danse ou dans la sculpture, on voit que c'est ce qui apparaît comme vraiment le vrai capital. Le vrai capital financier, c'est vraiment le capital culturel. Ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas l'or, c'est le capital culturel qui commande le capital financier. Je prends pour exemple le marché de l'art en Occident. Quand les Touaregs ont beaucoup d'argent, pas les argent comme mes cousins soninké, ils vont acheter des œuvres d'art. Justement parce que c'est le seul produit qui permet de perpétuer dans la tradition une culture, une nouveauté. Que ce soit les tableaux de Picasso, ou que ce soit le Tiwara de Bamana, ou que ce soit... donc, il n'y a pas une très grande différence. Mais cela dit, la différence est plutôt
peut-être pédagogique. Parce que pour que la culture soit, il faut que ce soit l'ancien aussi. Si l'ancien ne se transforme pas, elle disparaît. Il y a des langues mortes là. Tous les jeux de langues mortes là. Absolument. Hein? Et ça veut dire que il n'y a pas on n'a pas utilisé les ressources pour pouvoir les raviver. Et on ne s'assoit pas sur la culture, on ne s'assoit pas sur la tradition. C'est la mobilité permanente qui justifie que les deux se rencontrent. Et bon, à partir de là, on peut arriver à ce qui nous arrive ici, comme on a construit la culture de manière traditionnelle. Nous avons estimé qu'il y a un certain nombre de choses de production intellectuelle qui ont des nyamas, qui ont des maléfices. Ouais. Il prendrait par exemple les nyamakala. Nyamakala, les griots, nyamakala, les cordonniers, nyamakala, les forgerons, parce qu'un certain nombre de choses que l'on manipule de manière professionnelle ont des maléfices. Et si bien qu'en Bama, on dit Pmamandi, Pmambali, Admandi. Vous trouverez la même expression chez les Swahili, ils diront Kudema Kuzuri, Kudesema Kuzuri. Et c'est des bantous arabisés, un peu comme des manons qui sont arabisés. Donc ça veut dire quelque chose, la frontière entre la tradition et la culture, vraiment il faut la chercher. Ouais. Et on a des talents aussi, notamment dans la world music, qui ont montré le passage à ça. Je ne veux pas penser je ne peux pas parler de ceux qui sont là, d'abord parce qu'il faut, mais ceux qui Ali Farka, il utilisait une guitare, un instrument à cordes, pour la tradition. Toumani Diabaté utilisait la kora qui est un instrument traditionnel, mais ils sont rentrés dans la world music. Parce qu'ils ont fait cette conjugaison, ce travail avec les instruments, la guitare. Il n'y a pas de nom en guitare, en Bamana. En bas, on est guitari. Donc, à la limite, ça veut dire qu'il n'y a pas une très grande différence entre tradition et culture si elles ne se battent pas pour être tradition et culture elles-mêmes. D'accord, merci beaucoup. Chab, par rapport à ça, moi, ce que j'ajouterais au propos de Magassa, c'est qu'en fait, il n'y a pas de différence, en fait, c'est des étapes différentes. C'est les étapes qui sont différentes, c'est-à-dire ce qu'on appelle la tradition, c'est ce que la culture, les différentes cultures, ta culture, la mienne, celle de Magassa, a produit à un moment donné de son développement, c'est-à-dire je suis son rail de la tradition. Son rail, c'est on a dit tout à l'heure, la culture c'est ce qui est fait, c'est ce que les hommes font. La tradition c'est ce que les gens ont fait et établi tout le long de leur cheminement. Et à un moment donné, vu que les sociétés changent, il y a des contacts avec d'autres sociétés, il y a des rencontres avec d'autres cultures. La tradition, c'est celle qu'on a laissée pour la transformer dans le contact avec quelqu'un d'autre, dans la rencontre avec une autre culture. Tout ce qui est originel, on va dire, la tradition de Dogon, c'est le pouvoir du Ogon, qui est le chef suprême, et puis tous les autres éléments et tout ce qui va avec, c'est-à-dire comment le Ogon est considéré dans la société en tant que personne. C'est pareil, c'est la tradition, tu la prends du côté des Sorères, on va te dire c'est la religion de départ, c'est-à-dire c'est d'où viennent-ils, quel est leur lien entre leur terre et eux-mêmes et leurs ancêtres. C'est le relais, c'est les génies, etc. Et en fait, la tradition est le point le plus lointain dans l'histoire de chaque culture. Et la culture, on dit, il l'a dit Magassa tout à l'heure, les cultures sont mortelles. C'est-à-dire, si on ne nourrit pas la culture, elle disparaît. Et donc, pour qu'elle ne disparaisse pas, il faut la renouveler. Et la culture, c'est la forme de renouvellement de la tradition. Il l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la kora, si on laissait la kora en tant qu'instrument de musique mandingue, elle ne serait pas jouée aujourd'hui. Pour qu'elle soit jouée et qu'elle devienne un instrument universel
dans les mains, entre les doigts de Toumani Diabaté. du peuple Toumani et de Toumani lui-même, il a fallu qu'il reste, c'est-à-dire que quelqu'un retourne à l'instrument, à la kora, et se dit, tiens, mais qu'est-ce que je peux en faire aujourd'hui? Mais pas comme ce qu'on en faisait hier. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Et c'est ça, c'est-à-dire la tradition n'est qu'un fond Exactement. qui peut être actualisé et qui est d'ailleurs la source essentielle de la création. C'est-à-dire, on ne crée pas, aucune société ne crée, comme on dit, ex nihilo, à partir de rien. Tout ce que les hommes font, tout ce que nous faisons de moderne, notre modernité actuelle, on l'a fait à partir de ce qu'on a fait avant. Les autres ont fait avant nous. Ce qu'ils ont fait avant nous, c'est ce qui nous permet de faire aujourd'hui différemment, et pour nous, et pour l'universel. Et c'est ça qui est important. À vous entendre, ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas de limite entre la tradition et la modernité. Non, parce que d'ailleurs, je vais plus loin. C'est qu'en fait, imaginez simplement une chose. Nous, aujourd'hui, on va dire la kora, c'est une tradition mandingue, ok? Mais si on s'arrête à ça, et que au Mandé, les musiciens, les artistes n'inventent pas un autre instrument à partir de la kora qui va devenir la tradition de ceux qui vont venir après nous dans 100 ans. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la kora va disparaître. Quand on crée une école comme le conservatoire au Mali, l'idée derrière, c'est de permettre aux gens qui doivent s'intéresser à cette chose, les artistes, comment ils réfléchissent sur chaque tradition pour lui donner la possibilité de continuer, de ne pas disparaître. Comment on prend la kora et on l'actualise, on réfléchit l'instrument pour l'avenir de la musique mandingue. Parce qu'en fait, les mandingas vont toujours faire de la musique, et à un moment, il ne faudrait pas qu'ils se retrouvent à faire de la musique japonaise. Mais quand on dit que si une chose est transformée, ce n'est plus la chose. Ah ben dans la culture, justement, ce n'est pas le cas. Dans la culture, toutes les cultures étant mortelles, parce qu'elles peuvent disparaître complètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que la... Est-ce qu'elle disparaît? Est-ce qu'elle ne se régénère pas sous une autre forme? Il y a deux moments. Il y a la disparition. La disparition est possible. La disparition est possible justement lorsque la nourriture n'est pas là. Mais en fait, il arrive aussi qu'elle se bonifie, c'est-à-dire qu'elle s'enrichisse et qu'elle se transforme. La transformation et la disparition ne sont pas les mêmes. Je veux te donner un exemple. Quand on prend l'agriculture, la pratique, on a toujours, dans les sociétés d'agriculture, il y a toujours ce qu'on appelle la connaissance des lois et des règles. Elles sont là. Mais on peut apprendre on peut avoir d'autres règles qu'on ajoute et qui enrichissent les règles fondamentales, celles de départ. Par contre, il y a des moments où j'ai un ami qui me disait l'autre jour, il est Dogon, il va au Burkina Faso et ils sont reçus dans une famille Dogon. Et il me dit, la mère de famille arrive pour leur donner, pour les accueillir. Et l'accueil qu'elle fait, elle leur amène le bol à boire. Ouais. Dans le bol à boire, lui, il voit qu'il y a de l'eau. Et il prend le bol d'eau, mais qu'il lui dit quand même, quelques moments plus tard, il lui dit, notre culture, c'est pas ça. Dans notre culture, c'est pas le bol d'eau qu'on donne. Je sais pourquoi tu as donné le bol d'eau, mais normalement, si tu t'en tiens à notre culture, tu me donnerais la calebasse de bière de mille. C'est à moi de décider que je ne la veux pas et je te demanderai de l'eau. Mais quand tu me donnes directement le bol d'eau, je ne te reconnais pas comme une Dogon. Donc en fait, c'est te dire comment on passe de ce qu'on appelle la transformation d'une culture. Toutes les cultures bougent. Aucune des cultures
humaine n'est restée intacte. Elles ont toutes pris des coups. Mais ce qu'on cherche toujours, c'est comment on fait en sorte que la culture, elle persiste là où elle est nécessaire, là où elle est utile. Comme je te l'ai dit, on ne porte pas sa dogonitude, on ne porte pas sa bambaratude. On l'a en soi. Donc en fait, comment on fait et c'est ça, c'est le travail de la transmission. C'est le travail de... Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes qui sont confrontés à cette multitude et cette pression des cultures extérieures? Comment on leur dit? Comment on les protège? Comment on les aide à se protéger et à ne pas se perdre? C'est ça le vrai souci. Merci beaucoup. Vous aviez quelque chose à... Non, moi je crois que on touche un peu une question de fond. En fait, les matériaux qui permettent aux créateurs de créer. Ces matériaux, ça peut être la terre pour l'agriculteur, et ça peut être la parole pour celui qui écrit, le griot, ou pour l'écrivain. Et donc, on est en permanence, et surtout au Mali, il y a un foisonnement inimaginable de mots qui vous parlent, même dans votre sommeil, avec lesquels vous pouvez vous réveiller pour pouvoir les rendre, qui vous habitent. Et un environnement extrêmement dense, d'une densité inimaginable qu'on a et surtout Bamako, vous voyez le niveau du stress. Donc c'est avec tout cela qu'un artiste, un créateur, entre en rapport avec ces forces-là et les transforme et les met au goût du jour. J'avoue que les musiciens vont plus vite que les écrivains, hein. C'est un peu normal, parce que on n'est pas une civilisation de l'écriture, on n'aime pas les livres, on lit. Bon, après, donc, quelque part, il y a... mais le fond, c'est que vraiment, le lien est ombilical entre la tradition et la culture. Le lien est ombilical. On ne peut pas les séparer. Et les gens qui ont fait les plus grandes prouesses dans ce pays, dans les transformations, c'est des gens qui se sont inspirés de la tradition et qui l'ont réinterprété au niveau politique. Je ne la citerai pas, hein, vous le connaissez. Au niveau culturel, j'en viens de la citer. Donc, tous les gens qui sont capables, effectivement, de rentrer dans... faire bouger les matériaux et réveiller les morts quelque part ou leur parler. Cela me pousse à vous demander, est-ce que l'élément culturel doit être moderne? Bon, la référence modernité, c'est vraiment l'ouverture à l'autre. Le mot moderne est un mot un peu abusif. C'est comme on dira, vous êtes civilisé, vous n'êtes pas civilisé. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qui est moderne, hein? Pour répondre à ta question, c'est qu'en fait, le moderne, c'est quoi? S'adapter. Non, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, de toutes les manières, ce qui n'est plus possible, à un moment, ne l'est plus. Se rendre compte de ce qui n'est pas possible, c'est Barthes qui le dit. Il dit, la modernité, c'est quoi? C'est se rendre compte de ce qui n'est plus possible. En fait, ça veut dire simplement que l'homme, puisque l'homme est le centre de tout, et que la culture est quand même la base de son humanité, c'est à lui de savoir, cette chose-là, ce faire-là, cet être-là n'est pas possible aujourd'hui pour telle et telle raison pour moi. Qu'est-ce que je fais? Je veux rester quand même dans ma culture, en lien avec moi-même dans le temps. Mais comment je fais? Le Japon, les Japonais, toute la culture, on dira orientale, elle a une force extraordinaire. Pourquoi? Parce que le lien entre ce qu'ils sont et l'histoire qui se déroule, elle n'a jamais été cassée. Elle est tenue. Parce qu'en fait, ils partent de là où ils sont pour aller là où il faut qu'ils aillent plus loin. On ne lâche rien. On a son sac, son barda, et on va avec. À un moment, on prend dans ce sac quelque chose pour s'en servir, et on se dit, tiens, à la place de ça, j'ai ça. Bah, je le garde. Il est quand même là. Je vais dire à mes petits-enfants, avant, vous savez comment on écrasait le mil? Avec la meule de pierre. De pierre. Je garde la meule de pierre dans mon sac
alors que dans le quartier où j'habite, il y a un moulin. Je fais ça au moulin parce que ça va plus vite et ça marche mieux pour moi et pour mon équilibre et pour la société. Mais je garde la meule pour dire à mes enfants, aujourd'hui on fait ça comme ça, mais vous savez, nous, on faisait ça avec la meule. D'accord. Mais comment vous arrivez à comprendre, pour parler des Chinois, pour parler des Japonais, comment ils arrivent à exporter leur culture pendant que d'autres n'y arrivent pas? Bon, moi je reviens toujours à la langue et à l'utilisation de la langue sous sa forme écrite. Le grand problème qu'on a en Afrique, c'est que le passage à l'écriture est un déficit. Très grand déficit. On joue avec beaucoup de signes, géomancie, etc. Et tant que l'exercice de réflexion sur la parole, sur soi, tant qu'elle ne passe pas par une forme artificielle, qui est l'écriture, qui n'est qu'une convention. Hein. Absolument. L'alphabet arabe, l'alphabet français, l'alphabet... C'est des conventions. On a eu des systèmes d'écriture plutôt si, mais on n'en a pas fait la grande cohérence pour en faire un alphabet. Ça, c'est le grand déficit qu'on trouve en Afrique. Et quel que soit l'exercice qu'on fait pour pouvoir passer des matériaux de la tradition. Le couple tradition-modernité, c'est vraiment un couple extrêmement lié, mais il ne peut être en mouvement que si on fait un exercice artificiel de remise en cause, d'actualisation et de dire voilà, c'était ça, mais moi je sais ça maintenant, et que ça soit compréhensible. Ce n'est pas de l'ésotérisme, hein. Ouais. Ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est juste ce que je suis comme ça aujourd'hui, prenez-moi ou ne me prenez pas, c'est votre problème, mais c'est comme ça que je passe, et peut-être dans 10 ans, 100 ans, 30 ans, vous ne serez pas là, vous allez comprendre ce que c'est. Donc, à la limite, c'est une certaine sacralité qu'eux ont réussi à garder. Nous, on a été perturbés par deux courants majeurs. Oui. La civilisation arabo-musulmane, qui est extrêmement forte, qui est une civilisation d'écriture, avec le Coran, etc. Et la civilisation occidentale, qui est encore beaucoup plus rapide que la civilisation. Et qui a été plus dure, parce qu'elle a rejeté. Elle a rejeté pour remplacer. Toujours, parce que voilà, le processus de transformation interne ne s'est pas opéré. Voilà. On est dans les greffages. Ouais. Tout est greffage chez nous. Et le greffage, ça ne prend pas. On greffe du ciment contre le banco. Ouais. Ça passe pas. Ouais. Donc quelque part, est-ce qu'on a réussi à transformer le banco, à le rendre de manière vraiment stable, aussi fort, plus fort que le ciment? C'est une question que j'aimerais. je vais répondre par une litote. En fait, il y a ce qu'on appelle il y a une théorie, la théorie de la hache. C'est-à-dire, quand tu regardes, en fait, l'homme a toujours utilisé des objets pour satisfaire ses besoins. C'est-à-dire, on coupait un arbre, l'homme a toujours, tous les hommes ont commencé, dans toutes les cultures, on a commencé à couper les arbres avec des haches. Mais, au fur et à mesure de l'évolution des sociétés et de leur organisation, on est passé d'un outil qui est la hache, qui est un outil traditionnel, à des outils plus fonctionnels, plus rapides, plus efficaces au fur et à mesure que le temps passe. Ça se passe, ces instruments, ces objets et ces moyens se retrouvent. Comment on les trouve? On les trouve dans la réflexion entre ce que je fais et comment je le fais, l'outil avec lequel je le fais. C'est-à-dire qu'il y a un aller-retour constant entre l'homme, où qu'il soit, tous les hommes sur la terre, ce qu'ils font, ils réfléchissent, ce que je fais là, comment je peux le faire mieux, comment je peux le faire avec plus de résultats, etc. Cet acte-là, tu le fais, mais pour le garder, il faut aussi le consigner, il faut le noter, il faut dire, ah, j'ai fait ça comme ça, je suis passé de là à là. Le passage de toi, je décède, mes notes, tu vas les trouver, quelqu'un va les analyser, il va les développer. C'est comme ça qu'on invente en Europe la scie électrique.
C'est-à-dire, comment on n'est pas passé de la hache à la scie? Il y a eu un processus qui a été pensé dans la relation avec la coupe du bois. Parce qu'il y a eu aussi une transmission quelque Oui, part. ben justement, le seul chaînon qui nous manque, c'est ce que dit Monsieur Magassa, c'est la transmission. C'est-à-dire, et c'est tout ce que je te disais tout à l'heure sur la meule. Si la meule n'existe pas, comment tu peux expliquer? Vous savez, je vais te dire, sur le pouvoir, Souniata, l'empire du Mali, aujourd'hui, j'aurais bien voulu qu'on puisse dire qu'au-delà du Kouroukanfouga, qu'on puisse dire au moins les vestiges du palais de Niani, le voici. L'architecture du palais de Niani, quelqu'un sait comment elle était, comment il était ce palais. Et en fait, on a une tendance à passer d'une chose à une autre. Le chaînon qui manque, c'est le fil intérieur, celui qui nous maintient. Et c'est vrai, la douleur, il a parlé de deux phénomènes. 12 siècles de relations avec les Arabes, qui n'était pas une relation culturelle au départ, c'est une relation commerciale, mais qui prend à partir, vous voyez, les hommes sont tellement culture que ce soit le commerce, que ce soit la religion, la rencontre des hommes débouche inévitablement sur un changement, un impact culturel. C'est-à-dire, on n'a pas notre relation avec l'islam, ce n'était pas une relation religieuse, culturelle, c'était une relation commerciale, de business. Mais la relation de business a duré 12 siècles et elle a entraîné une culture, une transformation culturelle chez nous et une transformation politique. Tout à fait. Et de la même manière, la colonisation, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé que pour qu'elle puisse avoir ce qu'elle veut, il faut que on n'ait plus nos équilibres. Nos équilibres existaient. Mais si on avait gardé nos équilibres, comment ils pouvaient, eux, nous avoir? Ils ne pouvaient pas. Donc il fallait d'abord détruire nos équilibres et nous dire, vous n'avez pas besoin d'équilibre, c'est nous votre équilibre. On s'est laissé faire. Très intéressant, Chab, merci beaucoup. Vous avez parlé de transmission, vous avez parlé de politique, et ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Voilà, j'aimerais vous demander quelle analyse de notre politique culturelle feriez-vous, professeur? Bon, je pense qu'il y a un exercice presque un rituel que tous les gouvernements font pour faire un effort, effectivement, de réalisation d'édifices. Il y en a plein, hein. Il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de monuments, là, et de manifestations festivalières. Il y a une apparence. Je veux dire, il y a un affichage. Entre l'affichage et la productivité culturelle qui se fait par des acteurs. Pour moi, un homme de culture, c'est un djihadiste. C'est un terme qu'on a mis de côté. Moi, je suis un djihadiste de la culture. Oui, absolument. Je suis un djihadiste de la culture. Je suis d'accord. Voilà, je veux que ça soit clair. Et d'abord, je me revendique dans cet héritage qu'on a reçu des Arabes, de ce qui a construit tous les empires. L'empire du Ghana, du Ouagadougou, l'empire du Mali, l'empire Songé, la Dina de Seko Amadou, jusqu'à Samori. C'est tout l'islam. Une appropriation de l'islam. Il n'y a pas deux musulmans qui sont musulmans de la même manière. C'est pas possible. C'est ça la créativité de l'islam. Il n'y a pas deux pays musulmans qui soient pareils. Alors, quand ce faux djihadiste veut nous montrer un modèle advanissant ou je ne sais, universel, il dit qu'ils n'ont rien compris à l'islam. Et c'est un drame qu'on vit aujourd'hui. Parce que des gens se lèvent pour dire c'est notre héritage. Mais que faisons-nous de notre héritage? Ceux qui se trompent, ils payent là. Et je pense à quelqu'un que vous savez qui s'est éloigné de nous là, qui est en balade forcée là. Parce qu'il s'est trompé. Et on l'a dit. À un certain moment, au Mali, on a besoin d'autorité morale. Absolument. Le problème du Mali aujourd'hui, c'est que l'homme qu'on revendique n'est plus là.
il n'est plus là. L'humain est parti. On a déshumanisé le Malien. Le Malien est déshumanisé. Parce que déculturé. Déculturé et ignorant. Ouais. Et donc forcément injuste. Ouais. Et prétendant chercher de l'argent. Ils ne savent même pas ce que c'est que l'argent. C'est pas faire des immeubles qui font l'argent. Parce que ça fait partie, justement, parce que c'est pas des immeubles, c'est pas des grands boubous, c'est pas des... Donc il y a un problème très profond, vraiment un manque très culturel, très profond, de compréhension de tous les outils que nous avons reçus sur des siècles, parce qu'on est un pays imbattable. Ça, on l'a prouvé là. Hein? Les gens qui l'ont compris. Ça veut dire qu'il y a des ressorts culturels extraordinaires, il y a énormément de talents, mais la somme de talents est nulle. Elle est nulle. Elle ne permet pas, ou bien elle n'est pas nulle, on peut mettre 2 ou 3 points, de temps en temps elle s'agite, et puis on change, on fait un retombe, après on fait un coup, et puis on se remet encore 2 fois. Bon, ça dure depuis combien? Ça dure depuis 60 ans, ça dure depuis l'indépendance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quelque chose. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme dit Magassa, en fait, ta question, on revient au point de départ, c'est-à-dire, si la culture est la chose qui concerne tous les hommes, surtout ceux qui sont là, nous sommes tous concernés par la culture. En fait, au quotidien, je l'ai dit, on gère, chacun de nous gère sa culture et il la gère en relation avec les autres cultures. Absolument. De lui. Absolument. Il n'y a pas besoin, je poserais presque une question de provocation. A-t-on besoin, en fait, les États dont on a hérité, l'État dont on a hérité de la colonisation, il devrait s'occuper de gérer autre chose que de gérer la culture. Voilà. Pourquoi? La culture ne se gère pas chez nous. La culture, elle est gérée au quotidien par ceux dont la culture est de produire. Et de produire. Oui, nos sociétés ne sont pas aussi, nos sociétés ne sont pas aussi structurées de la même manière que les sociétés occidentales. Rien à voir. En fait, ce qui s'est passé, parce que la colonisation, le drame de la colonisation, c'est que on nous a imposé des schémas de gestion qui en fait ne prennent pas en compte nos schémas à la base. À la base. C'est-à-dire l'État, quand on crée un gouvernement et qu'on dit il faut un ministère de la culture, mais ça vient d'où ce besoin du ministère de la culture? Il ne vient pas de la société, il vient d'un schéma de gouvernance qui date de la période coloniale et qui est celui du colon lui-même. Et qui l'alimente. Il y a des pays dans le monde où il n'y a pas de ministère de la culture. Que peut gérer un ministre de la culture? Le ministre de la culture peut gérer ce qu'on disait tout à l'heure, l'alimentation, la nourriture de la tradition. C'est-à-dire faire des musées dans lesquels on garde tout ce que nous avons fait et tout ce qui a été fait pour nous depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. Et ça, préservation alors. On préserve les fers et les objets des fers et les façons de faire pour nous, pour nos petits-enfants et pour le reste du monde et notre universalité et notre place dans le monde. On fait des musées, on informe, on fait des écoles pour apprendre aux jeunes aujourd'hui comment on faisait une kora. Et ces jeunes-là aujourd'hui qui font des guitares électriques et qui travaillent avec Internet, comment ils peuvent transformer la kora pour inventer un autre instrument africain, malien, qui ne serait pas la guitare classique. Mais quand vous me dites ça, vous me faites penser tout de suite à l'artiste très célèbre et connu dans le monde entier, Sidiki. Oui. Sidiki Diabaté, il a su aller vers une guitare qui fait une fusion entre la guitare traditionnelle et la guitare moderne. Mais pourtant, il a été tellement fustigé qu'il en a gardé sous la main. Il n'en fait plus un grand débat, une grande promotion. Mais ce que vous me dites là, c'est quand même... Mais c'est juste parce que on ne sait pas... en fait, je disais tout à l'heure que l'État ne parle pas, on ne parle pas aux gens auxquels on doit parler. C'est-à-dire, pour que la société intègre les changements obligatoires de la culture, qui d'ailleurs, on n'a même pas besoin de leur dire. Ce qui les intéresse, ça s'intègre facilement. Tout ce qui intéresse les hommes, ils l'intègrent directement à partir des autres cultures. Mais par contre, lorsqu'on commence à leur dire, ça c'est une innovation,
Il faut qu'ils comprennent quel est le lien. Il ne s'agit pas de changer juste les choses, de les transformer. Il faut les transformer de façon à ce que les autres le comprennent. Je le disais tout à l'heure, on ne peut pas, si on transforme trop et que les gens ne se retrouvent pas là-dedans, ils peuvent rejeter. Le rejet est normal. Il a parlé de greffage. Le greffage, il ne produit rien lorsqu'il n'a pas marché. C'est un rejet. On peut rejeter, mais ce n'est pas parce que le greffage a échoué une fois qu'on ne l'essaye pas une autre fois et qu'on n'essaie pas de trouver les angles par lesquels le faire comprendre. Et là, on rentre dans la transmission. Vous savez, on a des écoles. On a pris l'école. On a pris l'école classique. On l'appelle tout le monde appelle l'école que j'ai faite, qu'on a tous faite et qui continue. Tout le monde l'appelle l'école des Blancs. Mais en réalité, c'est pas l'école des Blancs. Il faut qu'on arrête de croire qu'on est dans l'école des Blancs. La preuve, c'est que les Blancs ont une autre école. Mais nous, ils nous avaient concocté une école pour les servir. Et on n'a pas changé cette école. Absolument. Le mode d'enseignement, d'éducation, on n'éduque pas sans enseigner. Enseigner, quand tu éduques, tu enseignes. Moi, je suis enseignant. Magassa est enseignant, on le sait. Quand tu éduques, tu donnes, tu enseignes. Enseigner, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner des connaissances. Transmettre des connaissances. Ces connaissances-là, celui qui ne les a pas, comment peut-il les donner à quelqu'un? Le personnel culturel malien, s'il ne sait pas, il ne connaît pas, il n'a pas la connaissance culturelle, comment peut-il, lui, le transmettre? C'est ça notre vrai problème. Moi, je voulais simplement dire qu'on aborde un peu la grande question vraiment de ces passages de notre héritage, de nos valeurs, qui se sont transformés avec ces deux grands courants qui sont venus par le religieux. C'est pour ça que le mot français culture est très fort, parce que c'est le problème du culte. À partir du moment où on institutionnalise un culte, on a tout le dispositif pour gérer un homme. On gère un homme par sa foi. On ne gère pas un homme par le fusil, on ne gère pas un homme par de l'argent, on ne le gère pas par de... Donc on le gère parce que c'est ça qui touche son âme. On essaie, c'est le seul instrument qu'on a pour vraiment... Et la culture qui est extrêmement dense, c'est la culture vraiment qu'on s'approprie. Je n'ai pas envie d'être musulman comme n'importe qui. Je suis dans mon islam et je le vis comme je le vis. Voilà. Laissez-moi le vivre, ne donnez pas de leçon là-dessus parce que c'est ma relation à l'absolu. Moi, je n'ai pas d'intermédiaire. Je suis différent de toi. Voilà, c'est pas mon problème, mais simplement, moi, je traite avec l'absolu. C'est lui qui commande. Tout le reste là, c'est des accompagnateurs, à la limite. Donc, quelque part, il faut que la personne même s'inscrive au-delà de l'homme lui-même. Je dis souvent, il faut toujours chercher l'homme au-delà de lui-même. Voilà. Et une fois qu'on s'arrête à lui, ben, on se perd. Non, il a 1000 visages. Ouais. Il a 1000 visages. Un ami togolais, écrivain togolais, Kofi, et puis un jour, on parle comme ça, et puis je lui dis, mais en fait, chez vous, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Jean, Paul, Pierre. Et il me regarde, il me fait, Chap, mes ancêtres, ils étaient tranquilles chez eux, ils avaient la terre, ils étaient heureux, tout était bien. Et puis un jour, il y a des étrangers qui sont arrivés, qui ont débarqué, qui leur ont dit, chers amis, c'est pas ça. Vous nous avez accueillis, vous êtes gentils. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Fermez vos yeux, nous allons prier ensemble. Il dit, mes ancêtres ont fermé les yeux, ils ont prié avec les étrangers. Et quand ils ont ouvert les yeux, ils avaient un livre entre les mains et les étrangers avaient la terre. Il me dit, c'est ça la réalité. Il me dit, je pense que chez toi aussi, c'est pareil. C'est pareil. C'est vrai. Merci beaucoup, Chab. Vous avez quand même touché du doigt par rapport au ministère de la Culture, par rapport à la politique culturelle qui se dégage aujourd'hui. Il y a tellement à dire, ça va sûrement l'occasion de faire un autre sujet là-dessus. Moi, j'ai envie de vous demander, mais de manière assez claire, précise, selon vous, aujourd'hui, un ministère de la Culture doit gérer quoi? Je commence en fait, j'ai commencé à te le dire. On est parti sur autre chose après. C'est très difficile de faire ce type de débat avec mon grand frère parce que on est
il dit tout à l'heure foisonnement, on foisonne. La parole de l'autre entraîne autre chose. En fait, je pense sincèrement que ce qu'il faut gérer, c'est le système de la transmission et de la mise en relation de la culture et du savoir. C'est-à-dire comment ce qui a existé, comment ça cesse d'être l'affaire de quelques personnes, de quelques professionnels, pour être au centre de la des préoccupations à la fois politiques, économiques. Vous savez, juste un exemple, je te prends un petit exemple, c'est-à-dire, on a organisé il n'y a pas longtemps des assises, on a organisé plein de choses pour la refondation du Mali. Moi je me dis, on serait parti, on se poserait juste la question de la hiérarchie, comment faisait-on dans le temps, chercher les connaissances, quelle approche on avait sur des thèmes, et des enjeux importants. La sécurité, le comment existait, pourquoi le comment existait, sous le respect, sous le contrôle Magassa. La société, nos sociétés avaient une façon de faire et des raisons de faire. On peut oublier la raison, mais on peut se rappeler quand même de la façon de faire. Le rapport, vous savez, l'éducation, c'est-à-dire ce qu'on appelle les groupes d'âge. Je sais, la transmission se passait, il y avait un mode de transmission très organisé et très structuré. On a remplacé nos modes de transmission, on ne les a pas actualisés, on les a remplacés par de nouveaux modes de transmission. Le jardin d'enfants au Japon, dans un jardin d'enfants au Japon, les Japonais ont inventé des jardins d'enfants où les enfants apprennent selon ce qui les intéresse, soit à faire la cuisine, soit à faire la menuiserie, soit à faire de la peinture, etc. Nous, on a une bonne dame qui fait chanter les enfants, qui les fait danser en classe. En fait, pendant les 3 années de la maternelle, en fait, on aurait pu leur apprendre autre chose. Donc, en fait, c'est comment le vrai problème aujourd'hui, c'est le problème de l'organisation de la transmission par la montrance, c'est-à-dire le fait d'exposer, de montrer. Vous savez, le musée de Bamako, nous devions avoir au moins, le Mali devrait avoir plus de 100 musées, parce qu'il y a tellement de choses à montrer aux générations actuelles et à garder pour les générations futures, que quand je rentre dans le musée national du Mali, je me dis, mais c'est bizarre que ce qui est là, c'est même pas pour nous, ni pour nos descendants, c'est pour le blanc. C'est pour le blanc, les visiteurs étrangers. Il faut qu'on invente des modes nouveaux de sécurisation de notre culture, de protection de notre culture. C'est pas revalorisation, c'est une protection parce qu'elle est en chacun de nous. Que doivent avoir notre ministère, par exemple, de la culture. Voilà, parce qu'on l'a dit, comment préserver, comment transmettre. Bon, le gros problème, c'est le lien fondamental entre la culture et donc la culture est logée dans l'éducation, dans le système de transmission. Et on a des systèmes de transmission importés. Comme il l'a dit, notre école républicaine, c'est une école républicaine pour servir une minorité artificielle qui fait donner l'illusion qu'on a un État qui se cherche d'ailleurs, parce que c'est une école qui a été conçue par la colonisation pour avoir des auxiliaires. Comme ils avaient des cuisiniers à la maison, il faut des commis au bureau. Bon, si on prend ce genre de modèle d'État et qu'on veut en faire une règle avec une société qui est en rupture avec l'État, voilà notre gros problème. Notre société est en rupture, donc notre connaissance est en rupture avec notre société. Je prends un exemple tout bête. Quelqu'un qui va être ingénieur veto, bon, docteur vétérinaire. Quel est le pôle qui va payer de l'argent pour l'utiliser? Ça ne correspond pas à son modèle de fonctionnement. Alors s'il fait de l'agriculture, on en a vu un très célèbre, il risque d'avoir une carrière. Mais
il a fait mes efforts, mais il a... Donc, à la limite, on a un problème très très profond, c'est que nos créations institutionnelles jurent avec notre réel social, notre réel culturel, notre éducation, notre foi. Bon, il y a un bricolage qui se fait, il y a un truc assez folklorique, assez marginal, qui bouffe beaucoup d'argent, mais bon, comme ça ne sert pas à grand chose. Donc, à la limite, l'interrogation fondamentale, qui n'est pas simplement pour le Mali, c'est quelle est vraiment notre école, quelle est notre culture, quelle est notre éducation. Il a évoqué le système des classes d'âge qui ont construit la personnalité de l'enfant. On avait un modèle de construction de l'enfant. Depuis même l'enfant, avant qu'il ne vienne au monde. Avant qu'il ne vienne au monde, il est dans une construction qui est prise en charge. Et ce modèle, on l'a balayé. On l'a balayé parce qu'il s'est fait balayer, parce qu'à la limite, il n'a pas aussi passé par sa modernisation. Par son actualisation. Par son actualisation. Ce n'est pas la faute aux Toubabs, ce n'est pas la faute aux Arabes, hein. C'est la faute nous-mêmes. Ouais. C'est nous qui nous bouffons. Et le malheur qu'on a, c'est ça. On a plus plaisir à se manger entre nous, plutôt qu'à faire manger chacun. Voilà. Donc il y a un problème de fond. Que ce soit, et si ce problème, et c'est un problème moral. C'est un problème moral, c'est un problème d'éthique, c'est un problème de foi. Si on n'est pas capable, parce qu'un créateur, il ne repose que sur lui-même et Dieu, ou bien le diable. Il y a le choix. Il ne repose pas sur les béquilles de l'État. L'État, c'est un de béquilles. L'État, c'est quoi? L'État, c'est quoi? C'est comme ma famille, quoi. Hein, on ne va pas me dire, voilà, comment tu gères ta famille, comment tu dois dormir, comment tu dois te réveiller. Tu sais comment tu es dans ta famille. Si tu sors, tu n'as pas pris le prix de national, bon, tu n'es pas chef de famille. Hein? Donc, à la limite, c'est ça notre drame. On est dans un drame très profond. Et c'est pour ça qu'on est dans des exercices périlleux d'élections contestées et de coups d'État en permanence. De recherche d'équilibre. Oui, on ne trouve pas. L'équilibre est là. Il est dans la construction. Il est là. Il est là. En fait, je l'ai dit. Oui, il irait bien, quoi. Il irait bien qu'on soit dans ça. Et ça, c'est un exercice extrêmement difficile. Parce que quelqu'un qui ne se connaît pas, comment il peut... Il ne peut pas connaître l'autre. Il ne peut pas commerce avec. Non, il ne peut pas être en commerce humain. Il va toujours faire des biscuits, il va imaginer celui-là, là, il a telle barbe, c'est un wahhabia, c'est un ceci, etc. Donc on a des préjugés. On a des préjugés. On fonctionne sur un modèle de préjugés qui est une sorte de faiblesse intellectuelle. Absolument. Et de faiblesse d'éducation. Parce que le modèle qui nous correspond, c'est le modèle de nos langues. On a un homme, c'est sa langue. Quand vous le sortez, vous voulez gérer un homme, vous gérez sa langue. Il a un nom aussi qu'on lui a donné au niveau de la société. Il se reconnaîtra à ce nom-là. Moi, je suis Kakolo. Quand je vois un diagramme, bon, je suis content, mais je sais que j'ai affaire à un bandit. Donc, je me méfie. À la limite. Donc, à la limite, c'est un peu... On a une société extraordinaire, dense, belle, qui a fait des liens, qui a fait des passerelles, mais on n'a jamais réussi à faire le saut de mise en commun des talents. C'est ça que moi je regrette. Le manque des talents, mais la mise en commun est nulle. Et le nul, ce n'est pas une histoire politique, hein. Ce n'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire culturelle. C'est une histoire profondément culturelle. Tant qu'on ne fait pas une révolution culturelle, qui est une révolution de soi, à soi, pas le bricolage qu'on nous montre de temps en temps. Quel est le combat de ma vie et de ma mort? C'est ça la culture. La culture, c'est pas simplement la vie, c'est la mort aussi. Qu'est-ce que je prévois pour ma mort? Parce qu'on est tous des mortels là quand même. On n'a pas dépassé ça, hein, les hommes. Hein, c'est quand même ça. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Merci beaucoup, professeur Magasin. Assez rapidement, avant qu'on passe aux recommandations et puis aux solutions. Juste, tu viens de dire, en fait, la vraie révolution, et on l'a dit, et moi j'insiste là-dessus, la culture, c'est la chose la plus importante chez l'homme, avant même le travail. Ah, bien sûr. C'est la culture. C'est-à-dire, là où il est né, la végétation, l'environnement, comment il l'a géré. Et il s'est géré dans cet environnement. La culture commence à ce niveau-là. Donc ça veut dire, c'est à la base. À la base. Le travail a engendré, en fait, le premier acte de travail engendre la culture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la vraie révolution, celle qui change les sociétés, elle est d'abord culturelle. Et d'ailleurs,
je finirai sur ce point, comme on aime bien voir, regarder les solutions qui marchent, il faut juste se rappeler que la Chine, on a beau dire ce qu'on veut sur Mao, mais la révolution chinoise qui a transformé la Chine et que l'Occident n'a jamais avalé parce qu'elle est restée à travers sa gorge, c'est la révolution culturelle. Ouais, absolument. Je finis là-dessus. Merci beaucoup. Donc, tentons de trouver des pistes de solutions, vos recommandations pour justement aller à cette révolution culturelle. Bon, mais je pense qu'elle est là, hein. Elle se fait tous les jours, elle se construit, hein, et c'est ça d'ailleurs qui nous permet de vivre. On vient de donner nous la preuve que pour le moment on peut se passer des partenaires qui nous nourrissaient tous. Hein. Moi j'étais consultant aussi, hein. C'est mes clients. On peut changer de clients et à mon avis je pense qu'il y a des choses extrêmement denses qu'on ne perçoit pas, qu'on n'arrive pas forcément à mobiliser, mais il y a un mouvement permanent au Mali. Il y a une dynamique mais inimaginable qui est en cours et qui ne s'adore pas. Et particulièrement Bamako qui est devenu le pôle de tout le Mali. C'est un truc explosif. Il n'y a qu'à regarder la circulation à Bamako pour comprendre dans quoi on est. On n'a pas besoin d'aller à Koulouba pour savoir dans quoi on est. Donc ça veut dire quelque chose que les choses bougent. Les gens sont à la recherche vraiment d'un idéal. Alors qui va porter cet idéal? Il a évoqué Mao tout à l'heure, parce que Mao c'est la figure fondamentale du XXe siècle, du XXIe siècle, parce qu'il a affronté le passé et a réussi à faire une projection sur le futur, dans lequel les gens sont, et dans l'éducation. La seule chose que quand je regarde les Asiatiques et les Africains, c'est le manque que je vois, peut-être, c'est ce que j'ai dit toujours, ce problème de l'écriture. Parce que la Chine, c'est une vieille civilisation écrite, les Indiennes civilisations écrites, vous l'évoquez très souvent. Nous, quelque part, l'écriture, non, sauf si c'est l'argent, quoi. Donc c'est ce qu'il faut fondamentalement pour pouvoir assurer. Il faut absolument un instrument artificiel. Et l'écriture est le moyen d'ordonner votre pensée. Et votre pensée par vous-même. Et en utilisant les instruments. On a plein de ressources. Écrire nos langues, c'est rien du tout aujourd'hui. On en a fait des langues officielles. Oui, bon, est-ce que c'est pour la galerie entre nous? Hein? Est-ce qu'on l'utilise? Il faut le matérialiser par des actes administratifs. Par exemple, moi, avoir ton acte de naissance là-dedans, dans les communes, mais on ne l'utilise pas. On est toujours dans certains folklore culturel. Et ça se paye. Parce que le monde avance. Et aujourd'hui, tout le monde est sur WhatsApp. Tout le monde est dessus parce que c'est l'audiovisuel. Et les vidéos même partout. Bon, très bien, les gens occupent l'espace qu'ils ont. Et cet espace aujourd'hui, il faut quand même avoir une capacité permanente de le rendre positif. Notre problème, c'est rendre positif notre négativité. Merci beaucoup. Chab, assez rapidement. Mais en fait, tu vois, il y a déjà, il a parlé du foisonnement, mais c'est l'organisation qui manque. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a plus de moyens quand même qu'il y a 30, 40, 50 ans. On a l'Internet, on a les nouvelles technologies et je dirais, entre nous et le colon, il y a une différence fondamentale qu'on n'exploite pas. Moi, quand je parle à des écrivains européens, la question qui revient toujours, mais c'est pourquoi j'écris en français. Tu sais ce que je leur réponds? Je dis, vous êtes sûr que j'écris en français? Je ne crois pas que j'écris en français. J'utilise le français. Non, j'écris pas en français. J'écris dans un langage qui est fait de 5 langues. Voilà. Je parle le français, je parle l'anglais, je parle le bambara, je parle le sonrai, je parle le peul. Donc en fait, il n'y a pas de différence fondamentale entre ma culture et cette capacité que me donne ma culture de prendre la culture des autres, de l'annexer à la mienne et de faire avec elle. Moi, j'écris dans un langage que j'ai trouvé. Exactement comme Hemingway, comme Samuel Beckett, qu'on appelle des écrivains anglais et qui ne sont pas des écrivains anglais, c'est des écrivains colonisés
c'est les Irlandais colonisés par les Anglais. Donc, en fait, il faut qu'on arrête qu'on cherche l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est comment je peux être au-dessus des problèmes. Surtout comment matérialiser, je pense que c'est ça le plus important. C'était notre réflexion, c'est plutôt notre réflexion. Voilà, en recommandation, vous avez donné pas mal de choses. J'espère que c'est pas tombé dans les oreilles sourdes. Voilà, c'est aussi clair que ça. Votre conclusion et votre mot de la fin pour dire au revoir aux téléspectateurs. Bon, moi je reviens toujours au même mot, Yéredon, se connaître soi-même. Et ça, c'est un défi. C'est pas un défi par rapport à quelqu'un. C'est par rapport à soi-même. C'est par rapport à soi-même. Et persister là-dedans. Ouais. C'est tout. Yéredon. Et ça vous oblige d'être ancré dans votre capital linguistique. C'est pas pour le folklore, les langues. On l'a devant même avant de venir au monde. Hein. Un bébé, il a déjà le langage de sa mère avant de venir au monde. Donc, quelque part, construisons à partir de ça. Ça n'exclut pas notre identité française, arabe, internationale. On augmente et on la change d'ailleurs. Moi, j'écris comme je veux, je chasse les verbes, ça ne m'intéresse pas les verbes, etc. Donc, on a une possibilité d'être vraiment soi-même, Yéredon, se connaître et produire de manière à ce que l'autre aussi soit capable de comprendre ce que l'on fait. Quoi qu'on a des ressources inimaginables au Mali et ces ressources sont en train de bouger, elles tiennent quelque part. Malgré, bon, ce chaos-là, voilà, ça tient la route quelque part. D'accord, votre mot pour dire au revoir aux téléspectateurs? Bon, vraiment, moi, au revoir et je prie que Dieu nous donne tous la connaissance, quoi. Comme on dit dans Rabbi Zidni Ilman, que c'est lui qui a le savoir, hein, c'est lui qui décide. Merci beaucoup, professeur Magassa Chab. Moi, le mot de la fin, c'est en fait, Yéredon, il a raison, Magassa, Yéredon, mais en fait, il faut qu'on sache, qu'on se donne les moyens de savoir qui nous avons été, qui nous étions, qui nous sommes maintenant. C'est-à-dire, si tu ne sais pas ce que tu étais, comment ça a évolué, tu ne peux pas savoir qui tu es aujourd'hui. C'est-à-dire, celui que nous sommes aujourd'hui, il faut qu'on totalise tout ce qu'il est. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre une partie et laisser une partie. Les parties cachées sont plus importantes que les parties visibles. Et donc, on a tendance à exister comme ça, sans prendre les ressources profondes. Et c'est ça qui est dommage. On a une possibilité aujourd'hui de faire ce qu'on appelle le bilan individuel de chaque Malien. La richesse individuelle de chaque Malien. Je ne sais pas si dans les prises de décision, dans les choix, on est sur le Malien d'aujourd'hui. On est sur un Malien hypothétique de rêve, soit un Malien de rêve passé, soit un Malien d'un avenir qui n'est pas encore là. Il faut prendre le Malien aujourd'hui tel qu'il est, avec toutes ses richesses et tous ses défauts. Parce qu'en fait, il y a quand même on n'est pas parfait. On a quand même des défauts. Comment on peut sélectionner? Comment on peut choisir le Malien, le bon Malien? Voilà. Comment on peut sélectionner? Comment on peut choisir le bon Malien? Merci beaucoup pour cette conclusion et ces mots pour dire au revoir aux téléspectateurs de Mandé TV. Voilà, notre plateau de réflexion aujourd'hui a pour thème au Mali. Quand on parle de culture, on parle de quoi? Pour nourrir cette réflexion, téléspectateurs, vous avez pu voir les prouesses de professeur Amidou Magassa, enseignant-chercheur, anthropologue, linguiste. Voilà. Professeur Magassa, merci beaucoup. Merci madame. On se dit sûrement à la prochaine. À la prochaine, toujours disponible. Merci bien. Notre deuxième invité est Monsieur Chab Touré. Il est professeur d'esthétique, critique d'art et écrivain. Monsieur Touré, merci beaucoup. Merci, Fadima. On se dit à la prochaine. Absolument. Inch'Allah, comme on dirait bien ici, pour garder la langue. Absolument. Voilà. Téléspectateurs de Mandé TV, ainsi prend fin notre réflexion d'aujourd'hui. Voilà, restez sur les ondes de Mandé TV. Allez-y aussi sur nos pages YouTube, Facebook pour voir les émissions passées et revoir celles-ci autant de fois que vous voulez. Je remercie la régie pour cet enregistrement. On se dit à la prochaine.